Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc, bienvenue à l'inauguration du BRIC, bienvenue dans ce premier atelier. Et donc, vous voyez, vous rejoignez cet atelier avec vos micros et vos caméras coupées, c'est pour avoir une meilleure qualité sonore et d'image. Vous avez également un espace de discussion à votre disposition, donc n'hésitez vraiment pas à vous en servir pour communiquer entre vous participants ou pour relayer vos remarques, vos questions, que je me ferai un plaisir de relayer du coup à notre intervenant du jour. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Et donc, voilà, vous êtes bien dans l'atelier numéro 1, les tendances dans la construction en matière de rénovation. Et c'est donc la Confédération de la construction qui va vous présenter cet atelier. Alors, nous allons commencer par un moment d'accueil, ce que nous faisons pour le moment. Et puis, nous aurons la présentation par Monsieur Marc Rubens sur, du coup, les tendances dans la construction actuellement. On se garde 10 minutes de questions-réponses. Et puis alors, on en viendra aux conclusions. Et je vais céder sans plus tarder la parole à notre intervenant Marc Rubens, qui est donc le président de la Confédération de la construction. Et donc, je vais lui céder le partage d'écran et la parole. Merci Madame Beltam. Bonjour à tous. Donc, Marc Rubens, entrepreneur, entreprise générale du bâtiment et accessoirement président de la Confédération Construction. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui un petit peu de dresser un portrait des grandes tendances et des changements en cours ou à venir dans le secteur de la construction. Donc, on va dresser dans un contexte général, voir quelques possibilités de rénovation et de transformation qui peuvent se faire sur Bruxelles. On va aussi parler de l'économie circulaire qui est une tendance, un besoin aussi pour être beaucoup moins impactant par rapport à notre chère nature, mais aussi une volonté de pouvoir décisionnel bruxellois. On va parler du digital, qui peut être un allié précieux dans le cadre de la rénovation. Et on aura peut-être l'occasion après d'en tirer tous ensemble des conclusions. Donc le contexte général, on l'a dit, densification de la population. Il y a un besoin de logement énorme sur Bruxelles, mais il y a aussi, à contrario, plus beaucoup de terrains constructibles disponibles. Donc, tout cela se décline en deux possibilités. La première, on rase et on reconstruit. Donc, c'est très invariant, oui, il y a un impact très fort sur le paysage bruxellois, mais aussi sur le fonctionnement et la vie de Bruxelles. La deuxième solution, on rénove le bâtiment existant et éventuellement on l'étend ou on le surhausse, donc pour augmenter les surfaces habitables. Donc tout ça, d'ailleurs, il y a rentre dans une stratégie de rénovation bruxelloise qui est quand même, il faut le dire, à ce niveau-là, pionnière quand même au niveau de la volonté de travailler de manière plus circulaire, avec une vraie stratégie liée au secteur du bâtiment. On en reparlera un petit peu après. Mais je pourrais quand même juste simplement dire que quand on a lancé l'économie durable avec la ministre, ça remonte à plus de 10 ans, Yves de Uyttenbroek, en fait, on allait en Allemagne, en Suisse, voir un petit peu comment ce que les autres faisaient, pour apprendre un petit peu les matériaux naturels, l'isolation, la ventilation, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui le savent, c'est que Bruxelles, les entreprises bruxellois, nous sommes quand même au sommet aujourd'hui de la technologie, à tel point, par exemple, que la Confédération est allée, il y a 2 ans, au Canada, montrer un petit peu ce qu'on faisait en économie circulaire. Après, ça reste encore un noyau aujourd'hui, mais le potentiel est énorme et on va en parler après. Donc, quelles sont les possibilités en matière de rénovation ou de transformation du bâti existant? Bien, quand on regarde Bruxelles et qu'on regarde toutes ces maisons qui datent d'avant-guerre, ont en général des bonnes assises, c'est des constructions qui sont très saines et on peut assez facilement rehausser le bâti. L'avantage en rehaussant, c'est qu'on a un impact beaucoup moins fort sur l'environnement puisqu'on ne démolit pas tout, on utilise la structure existante. On travaillera bien sûr alors avec souvent des ossatures légères pour avoir le moins d'impact, et ce mot il va revenir souvent, sur le bâti existant, sur les fondations, pour ne pas trop alourdir, parce qu'à ce moment-là, il faut bien sûr passer via des interventions plus lourdes, revoir les fondations, mettre des colonnes en acier, des choses comme ça. Ça peut aussi être de l'extension bâtiment, hein, ça peut aussi passer par le rehaussement et l'extension.
à l'arrière. Donc, beaucoup de bâtiments ne sont pas aux limites de ce qui est constructible. C'est souvent 15 mètres à Bruxelles. Il y a beaucoup de bâtiments qui s'arrêtent à 9-10 mètres. Donc, on peut aller dans les deux sens aussi. Ou bien sûr, dans certains cas, quand on est sur des bâtiments de piètre qualité ou vraiment, disons, une nouvelle adaptation n'est pas possible, à ce moment-là, on pense à la déconstruction, à la reconstruction. Quand on a visé ça, après, aujourd'hui, il y a des obligations. Elles ont un sens. Ces obligations, c'est la performance énergétique du bâtiment. Donc, ça passe par de l'isolation, ça passe par de la ventilation. Isolation, ça veut dire aussi étanchéité à l'air. C'est hyper important. Attention, ce n'est pas une notion, on a tendance à prendre ça souvent à la légère. C'est hyper important, l'étanchéité à l'air, parce qu'il vaut mieux avoir une moins bonne isolation, mais un bâtiment parfaitement étanche, que d'avoir une forte isolation et y laisser circuler à gauche, à droite de l'air froid. Je prends toujours cet exemple du beau manteau bien chaud qu'on achète en hiver. Si on ne ferme pas les boutons, ben, forcément, le froid rentre. Et c'est d'autant plus important que cette étanchéité à l'air aussi se double souvent d'une perméabilité à la vapeur. Alors ça, c'est un élément sur lequel vous serez certainement couramment confronté et ce n'est pas aussi simple que ça à solutionner. Donc, pour faire un résumé quand même, on est toujours plus étanche à la vapeur à l'intérieur et plus perméable à la vapeur à l'extérieur. Donc, on doit laisser cette vapeur immigrer à travers les matériaux et sortir. Voilà des notions assez complexes, parce que là, on va parler disons, de performance des produits qu'on va utiliser, et c'est cette somme des performances qui font qu'on est plus perméable à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un élément clé. La ventilation, on l'a dit, double flux, simple flux, tous ces systèmes qui existent, qui bien sûr vont de sens à partir du moment où on a un bâtiment très étanche, toutes les techniques de chauffage. Vous avez entendu, Bruxelles, le mazout, et je pense personnellement, en tout cas je m'engage personnellement que ça a du sens, va être une énergie proscrite, mais aussi à moyen terme, le gaz va être proscrit aussi. Et c'est vrai, on a des exemples à Bruxelles. Le premier bâtiment à énergie positive, c'est nous qui l'avons fait à Scarbeck, une toute petite maison de rangée, c'est possible. Au niveau budget, c'est un autre débat. Voilà, mais en tout cas, c'est possible. Donc, il y a assez de sources d'énergie alternative aujourd'hui qu'on peut exploiter pour diminuer l'impact au niveau pollution. Les matériaux naturels, bien sûr, ont beaucoup de sens aussi. Et alors, toujours avec une vision circulaire, aujourd'hui, essayer un maximum de pouvoir récupérer les matériaux existants, les remettre en œuvre. Pas toujours évident, hein, parce que derrière ça, il y a des normes, des architectes qui ne sont pas toujours, ou plutôt parfois frileux, et on peut le comprendre, parce que derrière, il y a une obligation de résultat, il y a des garanties décennales, parfois, si c'est du gros œuvre, etc. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Et alors, bien sûr, dans ce cadre-là, la transformation d'une habitation existante, passe aussi souvent par l'augmentation de surface disponible. Non, ce n'est même pas exact. En fait, la tendance est plutôt à la diminution des espaces. Donc, les appartements sont de plus en plus petits, mais par contre, on multiplie dans un bâtiment, donc d'une maison, une familiale, on arrive souvent aujourd'hui à faire 2 appartements et parfois même 3 en rehaussant là-dessus. Donc, on va augmenter, on va densifier le nombre de familles qui peuvent habiter sur un lieu simplement en revisitant donc, les espaces disponibles. Et donc, le circulaire, j'en ai parlé. Le circulaire, ça a du sens, dans le sens que je pense qu'on doit arrêter de consommer et de jeter. Il faut savoir que le secteur du bâtiment est un des plus gros fournisseurs de déchets à la déconstruction. Et donc là, il y a un impact quand même assez lourd sur la nature, sur l'environnement, et donc c'est vraiment une thématique sur laquelle on doit travailler. Voilà ici par exemple une belle petite maison bruxelloise à Berchem-Saint-Agathe qui a été entièrement rénovée. On a pu sauver le toit partiellement, on va le voir après. Et cette maison est devenue mixte. Donc elle a été étendue à l'arrière. Donc on a un logement qui se décline sur tous les étages. Et par contre, sur la partie avant, au rez-de-chaussée, avec une partie en cave au niveau des archives, on a un cabinet médical, c'est un cabinet psychiatrique. Donc là, voilà quelques photos de ce bâtiment avant, pendant, en cours de finition. Et donc, on a parlé tout à l'heure de performance énergétique. Donc la performance énergétique, ça c'est vraiment le cheval de bataille. Avant de penser aux énergies alternatives, on pense d'abord isolation, puisque finalement,
la meilleure manière d'économiser d'énergie, c'est de ne pas en consommer tout court. Hein, donc, ça passe par de l'isolation. Les matériaux naturels ont du sens, ont beaucoup de vertus par rapport au PU, tout ça. On a parlé tout à l'heure de perméabilité à la vapeur. On peut parler aussi d'inertie thermique dans une certaine mesure, de régulation hygrométrique. Voilà, nous, notre cheval de bataille, par exemple, c'est aujourd'hui les matériaux naturels depuis quelques années. Nos bureaux, par exemple, sont tout en bois. C'est un rehaussement d'un bâti existant, un ancien entrepôt, 450 mètres carrés, et qu'on ne pouvait rénover qu'avec du léger. Donc, on a fait ça en ossature bois, préfabriqué à l'avance en dessous, à l'atelier, qu'on montait au-dessus, et tout en fibre de bois. Ça veut dire qu'on a à l'intérieur de ce bâtiment un taux d'hygrométrie de 50% constant. Ça, c'est une des grandes vertus des matériaux naturels. Et en fait, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. On redécouvre simplement des choses qu'on a oubliées ou parfois que l'industrie nous a aussi poussé à oublier. Hein. Les PU sont toujours des produits qu'on utilise, mais on les évite autant que possible, justement, eu égard ces performances des matériaux naturels. L'étanchéité à l'air, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, pardon. Les techniques spéciales performantes et adaptées, chauffage à condensation, pompe à chaleur, solaire thermique, etc. Surtout, minimiser les consommations et il y a un réel travail à faire là. Ventilation, surchauffe. Et en fait, quand on voit tous ces éléments-là, on ne peut plus se permettre de construire un bâtiment comme on construisait avant. Et de plus en plus, on demande d'avoir une vision transversale du bâtiment. C'est-à-dire que vous, électriciens, plombiers, maçons, etc., vous ne pouvez plus vous contenter de dire mais « moi, je suis très bon maçon, je maçonne mon mur, je ne m'occupe pas des autres ». Non, aujourd'hui, si on veut être performant, on prévoit déjà les passages de murs pour éventuellement le plombier. On pense aux autres aussi. Si on fait des trous dans l'étanchéité à l'air, ben on s'organise pour que éventuellement de nouveau le plombier, enfin que tout le monde puisse en profiter. Parce que si on multiplie les trous, ça alourdit les finances du bâtiment et ça complexifie souvent aussi la garantie de résultat. Donc, il y a vraiment là une vision transversale que vous devez tout doucement réintégrer, c'est important. Hein, ça passe aussi par des notions physiques, des notions de chimie, parce que le bâtiment, c'est quand même assez complexe. Hein. On peint, peinture, c'est de la chimie, on isole, il y a une partie de chimie, il y a des notions physiques, condensation, pont thermique, etc. Donc, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de revenir vers des applicateurs, des hommes de métier qui ont une vision beaucoup plus large que uniquement celle de leur métier. Voilà, donc on a parlé de c'est toujours le même bâtiment ici. Là, on avait donc on reçoit le projet de l'architecte et puis on remet prix et bien sûr on est trop cher. Ça c'est un grand classique, beaucoup trop cher, c'est ce qu'on entend. Alors il y a deux solutions. On peut faire des ristournes. Nous en tout cas avec le peu qu'on gagne, on n'est pas capable de faire des ristournes. 10%, c'est bien plus que ma marge, donc je ne le fais pas. Par contre, la science là, c'est de se dire mais attendez, vous avez demandé un renouvellement de toiture. Mais on peut la sauver, la toiture, partiellement. Et ici, on a renouvelé uniquement cette joue que vous voyez là. La joue de l'autre côté a été partiellement sauvée. Celle-là doit être intégralement refaite parce qu'il y avait trop de fuites de toiture. Et donc, finalement, ce toit, on le voit vaguement en haut, je pense. Oui, on le voit sur la photo en haut à droite. On a doublé certaines gîtes porteuses et ou remplacées. Et on a fait une solide économie sur cette toiture qui aurait dû entièrement être démontée et refaite. Et donc ça, c'est aussi un moyen d'arriver à des budgets parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin de logement, mais on le voit tous, je pense que vous le savez tous aussi, nos finances ne sont pas spécialement à la hausse. Hein. Donc, il faut aussi travailler de manière beaucoup plus intelligente et apporter des solutions techniques. Et ça, c'est le rôle d'un entrepreneur parce que les compétences sont de plus en plus au niveau vision globale chez l'entrepreneur et pas trop chez l'architecte et plus trop chez les ingénieurs. Les ingénieurs sont concentrés sur des domaines très spécifiques, la stabilité, le calcul des poutres. Le reste, ce n'est pas leur métier. Donc, c'est un petit peu l'entrepreneur qui devient là-dedans le corps de métier. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de vision transversale. C'est hyper important. Voilà. Et alors, l'économie circulaire, oui, ça a du sens. On en a parlé tout à l'heure déjà aussi. Réduction des déchets. Hein, on est des gros fournisseurs de déchets. Et les déchets coûtent cher. Hein. Il faut savoir, par exemple, qu'évacuer une tonne de sable, même s'il est encore beau, coûte plus cher que d'acheter une tonne de sable en sac qui a été extrait du Rhin. Il faut s'imaginer quand même un petit peu aussi au niveau impact de notre chère planète, ce que ça génère quand même. Le réemploi, on en a parlé. Alors le réemploi, ça passe spécialement pas par du réemploi sur le bâtiment même,
mais ça pourrait très bien être de la mise à disposition pour des gens qui ont un faible potentiel financier ou quoi aux caisses, déviés, déclassés, mais encore fonctionnels, etc. La main-d'œuvre locale. Est-ce qu'on va continuer encore à les remettre prix et travailler à Liège? Et alors, les Liégeois vont venir nous concurrencer sur Bruxelles, alors que finalement, limiter les déplacements, ça a du sens. Financièrement parlant, ça a beaucoup de sens aussi d'ailleurs. Hein, les véhicules coûtent de plus en plus cher. Vous avez entendu que sur Bruxelles, je rigole un peu, mais on parle de 2030-2035, plus de véhicules thermiques. Je veux bien, mais il faudra qu'on m'explique comment ils vont faire. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens. C'est juste que on en reparlera de ça. Optimiser l'utilisation des ressources, oui, être le plus efficace possible, bien calculer ses quantités à l'achat, aussi quand on fait du panotage et tout ça, un petit peu optimaliser les découpes pour avoir le moins de déchets possible, ce qui sont des économies aussi. Hein. Il faut savoir quand même que les matériaux, c'est 30% finalement du coût d'un chantier, hein, c'est un tiers. D'ailleurs, assez curieusement, si on retourne 30-40 ans en arrière, la main-d'œuvre faisait 30% de budget total d'un chantier et les fournitures, c'était 60%. J'ai rendu à pratiquement 10% dans l'affaire, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a totalement inversé les tendances. La main-d'œuvre, c'est plus de 60% du budget d'un chantier, les fournitures, ce n'est que 30%. Donc, repenser le cycle de la vie des produits, oui, pouvoir utiliser des produits qui sont éventuellement démontables et réadaptables. Ça peut se faire dans les cloisons de bois aussi, tout ça. Ça demande comme un petit peu de science et aussi de nouveau des connaissances techniques. Sauver les matériaux utilisables afin de donner une seconde vie, je viens d'en parler. Gestion des ressources, déchets, recyclage. Alors là aussi, tout doucement, c'est assez compliqué sur Bruxelles parce que souvent, recycler ces déchets, trier ces déchets, ça demande un espace. En voirie, l'espace coûte cher. Mais à côté de ça, il y a des matériaux déjà qui sont déjà aujourd'hui facilement réutilisables. L'aluminium a comme une grande valeur à la revente. Donc tous les métaux un petit peu non ferreux, on va dire plomb, etc. Donc il y a déjà des choses qu'on peut facilement trier et mettre à part plutôt que de mettre tout dans un container. Et ça facilite aussi donc du coup le recyclage. Et on a quelque part une vision un petit peu écologique dans son process de construction. Et les nouveaux procédés de construction, j'en ai parlé, hein, donc le rehaussement du bâti, ça nécessite quand même des nouvelles techniques. L'ossature bois, tout le monde en fait, mais de la vraie ossature bois, bien faite, qui est cohérente avec le bâtiment, c'est quand même de la science. Donc ça nécessite de nouveau de la réflexion, de la formation. On a des soutiens aussi derrière ça. Nous faisons beaucoup à la Confédération de formation, en tout cas plutôt de séances d'information. Il y a le CSTC quand même, qui est un organe incontournable qui édite beaucoup de notes techniques là-dessus. Donc soyez en lien avec ce genre d'outils où vous serez d'office affilié, mais en réalité c'est un vrai partenaire qui peut aussi vous aider avec du conseil technique sur chantier. Tout ça c'est hyper important. Et alors, tout le monde parle de digital, donc digitalisation, une alliée précieuse. Parfois, j'en rigole, mais reconnaissons quand même que le digital est un outil d'avenir. Il y a encore un petit peu à boire et à manger là-dedans, mais il y a des choses qui sont en tout cas aujourd'hui directement applicables. Les drones, par exemple. Les drones, vous avez vu que certaines communes aimeraient bien pouvoir, par drone, filmer en hiver les déperditions caloriques sur les toitures. Aujourd'hui, il y a un problème de vie privée là-dedans, mais ça a du sens. C'est facile, ça va très vite, et on peut très vite voir quelles sont les toitures isolées et quelles sont celles qui ne sont pas isolées. Donc, par exemple, une utilisation, circulation sur chantier. Vous avez un très gros chantier, de grosses entreprises, on en connaît, Basics fait ça par exemple de manière assez régulière. Eh bien, quand le chantier démarre, on fait un petit tour du chantier avec le drone, et d'en haut, sur écran, on visualise tout de suite les problèmes de circulation, de stockage, là où on peut faire des gains en économie pour éviter que les gens ne perdent un quart d'heure à aller chercher une poutre métallique qu'ils ne trouvaient pas, des choses comme ça. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire du calpinage de façade uniquement avec un programme numérique assez évolué, donc il faut un beau PC derrière et un bon appareil photo. Je prends les photos de mon immeuble, je rentre au bureau, j'introduis les photos dans mon programme et ce programme va me calculer cette façade avec tout le dimensionnement des châssis. Je ne dois même plus retourner sur chantier pour mesurer mes châssis. Je peux faire mes commandes. C'est des gains de temps énormes. Ce sont des programmes qui sont lourds. Ce n'est pas peut-être pour une petite entreprise, certainement pas comme la mienne, mais pour des grosses entreprises, ça a vraiment du sens.
Alors oui, il y a tous ces logiciels qui existent déjà et que la Confédération peut aussi déjà parfois vous transmettre, tout ce qui est les outils de planification, les outils de remise de prix, le CPRO du CSTC qui va du calcul de remise de prix jusqu'à la finalisation, donc la réception de votre chantier, tout ça avec le même document qui évolue. Ça, c'est du gain de temps. Je veux dire, l'entrepreneur d'aujourd'hui qui fait tout à la main, je pense qu'il va avoir du mal. Hein. Là, il y a vraiment une énergie énorme qui peut être consacrée à la gestion de chantier plutôt que de perdre son temps devant un écran bureau. Et alors, il y a tout l'aspect de la ville connectée et des bâtiments connectés. De plus en plus, les villes ont des problèmes de mobilité, des problèmes de gestion aussi de l'énergie. Hein. Et donc, si les bâtiments communiquent entre eux, si les bâtiments communiquent avec la ville, on peut aussi, par exemple, imaginer qu'à un moment donné, moi qui suis parti pendant un mois en vacances, je pourrais peut-être, si demain toutes les maisons ont des batteries, peut-être pouvoir fournir mon énergie ailleurs. Ou bien si ma voiture électrique est à la maison avec les batteries pleines, plutôt que de ne pas la charger, eh bien profiter d'une décharge pour un pic sur un bâtiment voisin, donc pour équilibrer le réseau. Par exemple, ça pourrait aussi être mesurer l'occupation des bâtiments et les mouvements dans un bâtiment pour dire à la STIV à un moment donné, mais messieurs, là, le 62, il faut augmenter la fréquence parce que c'est toujours entre 7 h du matin et 8 h du matin que le gros flow y est, par exemple. Donc après ça, on pourra parler aussi de chauffage commun, etc. Donc il y a vraiment un gros travail au niveau de la maison et des villes connectées. Bon, là, on est encore vraiment au balbutiement. Et puis, il y a le BIM, Building Integration Modeling, c'est-à-dire qu'en fait, demain, et ça fonctionne déjà, mais de nouveau pour des très gros chantiers, vous ne travaillerez plus sur base de plans et de métriques. On vous donnera une maquette 3D. Vous irez sur votre PC et si vous faites, je ne sais pas moi, les boulons de fixation de la colonne ou des colonnes supportant le pont, pour prendre quelque chose de facile, hein, et vous êtes le fournisseur de boulons, eh bien, il suffira de zoomer et d'aller voir les colonnes et vous aurez sur cette maquette 3D le diamètre de vos boulons, les longueurs, enfin, etc., etc., etc. Donc, on n'aura plus 50 pages à lire, etc., etc. On aura une maquette et sur cette maquette, tout y sera. Avec bien sûr, certains me diront, le risque parfois, c'est qu'il y a la moindre erreur qui n'est pas visible. Et on l'a déjà vécu à Bruxelles sur un pont, un entrepreneur membre de la Confédération est venu nous soulever ça. Eh bien, en fait, si je parle de boulons, c'est pas anodin. Eh bien, en fait, les boulons ne correspondaient pas à ce qu'il fallait parce qu'il y avait une erreur d'introduction de données sur la maquette. Et là, c'est vrai que du coup, quand on a une maquette comme ça fait le danger. Ces défauts sont moins vite repérés, puisque chacun travaille sur un détail, tandis qu'on ouvre les plans sur un chantier 10 fois, 15 fois, et en général, les erreurs finissent toujours par sortir. Donc, on peut les régler lors d'une réunion. Mais ceci dit, ça a des avantages, parce que beaucoup moins de documents, beaucoup moins de papier imprimé, et si la maquette est bien faite, c'est quand même très, très chouette à travailler et très facile. Donc, effectivement, Bruxelles a un potentiel énorme au niveau rénovation. Il suffit de monter sur les toits et de regarder, parce il faut savoir que Bruxelles est la capitale la plus verte, mais c'est aussi la ville la plus durable d'Europe. Hein. On a été voir ce que les Suisses et les Allemands faisaient, et aujourd'hui, eux viennent voir ce qu'on fait chez nous. Hein. Nous, petits entrepreneurs belges, hein. Et pourtant, on se regarde tous ici, on a encore un potentiel énorme. Donc, on est très dynamique, ça c'est une des grandes forces de la Belgique, c'est d'avoir cette énergie et ce dynamisme à se réinventer parfois. Donc, il y a un potentiel de travail sur Bruxelles énorme. Allez-y, les gars, il y a du job, il y a du boulot. Soyez innovants, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de faire son métier comme on l'a fait. D'ailleurs, on voit bien le bâtiment dans le temps, il a évolué très lentement, etc. Aujourd'hui, on peut revenir à des techniques anciennes. D'ailleurs, on revient à certaines techniques anciennes, mais à côté de ça, il y a tellement de choses dans l'air du temps et qui ne sont pas du tout du métier de l'entrepreneur, mais qui sont indispensables pour réussir ce métier. L'informatique deviendra un outil indispensable. Je pense que l'entrepreneur de demain qui ne maîtrise pas, parce que j'en connais encore un aujourd'hui, là justement on a vu un cas passer à la Confédération il y a 3-4 jours, un entrepreneur qui ne maîtrise même pas les mails. Et c'est vraiment quelqu'un qui travaille bien. Hein. Et voilà, mais ça devient handicapant, il a des problèmes de communication. Donc voilà, utiliser les outils d'aujourd'hui. Je réinsiste, formation transversale. L'électricien n'est plus que électricien. C'est nécessaire d'avoir la connexion avec les autres entrepreneurs sur chantier et de savoir un petit peu ce qu'ils font pour pouvoir travailler de manière cohérente. Parce que les pertes comme ça coûtent cher et génèrent souvent des crispations et des difficultés. Donc, oui, donc à l'avenir, il y aura de nombreux chantiers de renaissance Bruxelles. Bruxelles
je ne suis pas toujours très enclin à encenser les politiciens, mais soyons comme reconnaissants qu'ils ont une vision aujourd'hui. Nous sommes quand même un des plus gros secteurs. On dit d'ailleurs que dans le bâtiment va tout va. Ils ont misé sur le bâtiment. Il y a des budgets qui vont être débloqués pour les bâtiments publics. Il y a aussi des très fortes demandes pour les bâtiments privés. Donc, il y a vraiment du boulot. Et pour relever ces défis, il faut des jeunes talents, il faut des nouveaux talents. On n'est pas assez nombreux sur la place. Je veux dire, l'entrepreneur qui dit qu'il a une concurrence rude de ses collègues, ce n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour répondre à cette main-d'œuvre. Et il n'y a surtout pas assez de main-d'œuvre. On a un gros problème de main-d'œuvre qualifiée et certainement de main-d'œuvre peut-être pas polyvalente, mais avec une vision transversale. Hein, aujourd'hui, je veux dire, voilà, on a pendant longtemps formé des chauffagistes et qui font bien leur métier, hein, mais que j'aurais tendance parfois à appeler des assembleurs de bouts de tuyaux. Aujourd'hui, on peut plus se contenter de faire de la belle technique avec tuyaux bien droits. Non, non. Le chauffage central, ça demande aussi des connaissances techniques, des connaissances en thermodynamique, et tout ça. Combien d'installations de chauffage je vois et qui n'ont pas de valve d'expansion, par exemple. Je ne sais pas si c'est toujours dans la salle. J'en vois régulièrement. Et pourtant, lisez le CSTC, etc., ça se calcule en valve d'expansion en fonction des volumes d'eau, expansion de l'eau. C'est de la thermodynamique. Voilà, donc je pense que la formation, il faut revenir à des formations un petit peu plus poussées. Et pour tout ça, je suis un entrepreneur convaincu, membre de la Confédération de Construction, et si je suis président de la Confédération de Construction, c'est aussi parce que vraiment, c'est un bel outil. J'ai très longtemps fustigé, comme tous les entrepreneurs de la Confédération, en disant « ouais, c'est un bidule pour les gros entrepreneurs ». Non, c'est vraiment un outil au service des entrepreneurs et qui offre pas mal de services. Et entre autres, un des chevaux de bataille de Bruxelles, on a été pionnier, c'est la formation des jeunes. C'est l'évolution du secteur du bâtiment. Donc, aider les entreprises à aborder ces nouveaux virages. Et donc, pour ça, eh bien, nous faisons régulièrement des séances d'information. Je pense qu'on peut vous donner de la documentation après. On a créé aussi avec les partenaires sociaux, c'est d'ailleurs très louable sur Bruxelles, les partenaires sociaux, ce sont les syndicats, etc., Constru City. Hein, où vous pouvez là-bas pour trouver des nouveaux jobs, des places dans les entreprises, etc. C'est un très chouette partenaire qui vous aide en lien avec la Confédération. Et voilà, donc, un point de contact. On a mis Constru City uniquement ici en avant parce qu'on parle principalement de formation à l'EFP. Mais sinon, si vous tapez Confédération de Construction ou Bruxelles Capitale, vous allez tout de suite avoir des numéros de téléphone ou des mails de contact et vous allez voir qu'on est très proactif pour soutenir le secteur et vous aider et ou à trouver de l'emploi ou à vous réorienter. Voilà, je vous remercie en tout cas pour l'écoute et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. Merci. Je ne sais pas, donc je présume qu'on passe après ça à un question-réponse. Tout à fait, merci beaucoup, Monsieur Rubens. Je vais reprendre le partage d'écran du coup. Alors, je n'ai pas reçu de questions-réponses au niveau du chat et de la discussion. Maintenant, si vous en avez en présentiel, elles sont les bienvenues. Est-ce que quelqu'un a une question à poser Non, je vois qu'il y a des notes qui sont prises, donc il y a des gens qui ont des livres bien remplis, mais il n'y a pas de question. Ah, il y a une question, oui. Je peux demander dans ton sens, là, quand on prend la rénovation, avec l'augmentation du coût des terrains, effectivement, quand on réfléchit qu'il y a 6 millions de mètres carrés bâtis ou utilisés à Bruxelles, effectivement, c'est quand même un sacré chantier. On est là-bas en fait. C'est quand même un sacré chantier pour réussir à atteindre les grands objectifs qui sont fixés pour le moment. On considère qu'il faut trouver des travail pour beaucoup d'entreprises ou à remettre, ou alors des entreprises qui se créent. Donc, vous savez, toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles demandes qui vont avoir lieu et qui vont. C'est vrai qu'il y a des belles choses à faire et des super projets d'organisation. Effectivement, merci. Monsieur Rubens, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question du participant comme ça on peut l'entendre parce qu'en virtuel, on ne l'entend pas. En fait, il n'y avait pas de question, c'était simplement, disons, un constat de dire qu'effectivement, quand on voit le prix des terrains sur Bruxelles et le potentiel qu'il y a de travail, c'est de se rendre compte qu'on est devant un défi énorme. C'est un atelier énorme. Et voilà, donc, je pense que j'ai bien résumé ce qui a été dit. Hein, et je rejoins très fort ça. Quand on parle quand même d'augmentation des terrains, juste pour alimenter,
c'est quand même un des rares secteurs, le secteur du bâtiment. Si on regarde le prix de la construction et de la rénovation, je parle le prix de la main-d'œuvre, je ne parle pas du prix des matériaux, hein, eh bien, ces 15 dernières années, on n'a quasi pas augmenté. Hein. C'est d'ailleurs bien un des problèmes du secteur du bâtiment. C'est que tous les autres ont augmenté, mais nous pas. Donc, on est resté très stable dans les prix. Tout ce qui a augmenté, ce sont toutes les charges annexes. Hein, la région ne s'en prive pas d'ailleurs non plus, hein, les locations de voirie, des choses comme ça. Mais en fait, le secteur a déjà affronté pas mal de virages sans impacter, lui, en tout cas de son côté, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de force de travail, sans impacter des surhausses financières importantes. Mais il faudra qu'on parle de ça aussi. Mais donc, oui, un grand potentiel sur Bruxelles. Et donc, j'ai une question qui rejoint un peu ce que vous venez de dire dans le chat. Donc, qu'en est-il de la circularité, du réutilisage des matériaux et où en est-on à Bruxelles sur cette question-là de réutilisation des matériaux? Alors là, on est très fiers à la Confédération de construction. Pourquoi? Parce que, étant moi-même un pionnier, une des premières entreprises à Bruxelles à m'être lancé dans l'économie durable, et ça remonte à plus de 12, 13, 15 ans, on a beaucoup fait de projets circulaires, dont d'ailleurs j'en ai deux des miens qui ont été primés. Donc, c'était des projets qui étaient lancés par Bruxelles. Et ça s'est toujours terminé, bon, je vais un petit peu caricaturer, mais par un bon gueuleton, un chouette drink, et derrière, rien. Et donc là, Alain Marron, le ministre donc, qui a ses compétences en charge, l'année passée s'est dit stop, il faut vraiment maintenant qu'on entame ce virage, mais de manière effective, et que les entrepreneurs deviennent circulaires. Donc il y a une volonté de la région de pousser les entreprises, même d'obliger dans un deuxième temps, ce n'est pas encore le cas maintenant, à avoir une circularité sur chantier. Et donc, M. Marron est venu trouver la Confédération de construction en disant, mais voilà, je pense que pour réussir ce virage, nous, on n'y arrive pas, hein, ça fait des années que vous travaillez là-dessus, il ne se passe rien, est-ce que vous seriez capable d'entamer ce challenge? Donc aujourd'hui, il y a Build Circular, qui est piloté par la Confédération de construction, dans lequel, bien sûr, on a mis tous les acteurs, y compris le CSTC, etc. Donc, si vous tapez ça, Build Circular, vous allez très vite revenir sur la Confédération de construction. Et ça se fait bien sûr en lien très, très étroit avec le cabinet ministériel au niveau de la gestion, parce que donc on est, entre guillemets, on a un soutien financier pour réussir ce challenge, mais on a aussi derrière ça des obligations de résultats. Donc, avec des membres, 600 membres qui doivent être accompagnés, des choses comme ça. Donc, on a des objectifs concrets. Et là-dedans, mais on avance bien. On avance bien parce que il y a déjà pas mal de chantiers qui ont montré que cette circularité, elle avait du sens et qu'elle était possible. Et alors là-dessus, on travaille aussi sur d'autres pistes aujourd'hui avec les gens qui s'inscrivent, donc les entrepreneurs qui s'inscrivent à ces ateliers et qui demandent d'être suivis, puisqu'on travaille au cas par cas. Donc, on analyse l'entreprise et on essaye de trouver toutes les pistes circulaires adaptées à l'entreprise. Donc, chacun n'a pas toujours le même potentiel. Est-ce que vous avez de l'espace de stockage ou pas? Mais donc, beaucoup de choses se font déjà aujourd'hui pour du réemploi. On a des gens comme Rotor qui viennent même jusqu'à démonter des parquets sur chantier. Donc, vous, entrepreneurs, avez remis prix pour démonter un parquet. Et in fine, eh bien, c'est une société qui va venir le démonter à votre place. Donc, pour vous, c'est tout gain, tout bénéfice. Et elle va retaper ce parquet et le remettre à la vente. Donc, il y a pas mal de choses déjà qui se font déjà aujourd'hui comme ça. Et c'est vrai que je suis parfois étonné de voir que ça ne se sait pas trop. Mais je vous invite de nouveau à contacter la Confédération à ce sujet. Merci. Super, un tout grand merci. Alors, je suis désolée, mais le temps file. Du coup, je ne vois pas d'autres questions dans la discussion, mais on va tout doucement clôturer cet atelier. Donc voilà, envie d'en savoir plus du coup sur la Confédération et ConstruCity. Il y a à nouveau du coup les coordonnées à l'écran, donc info@construcity.be, le numéro de téléphone. Et alors, vous êtes également disponible sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn. Tout à fait. Voilà. Et moi, je voudrais… Tout à fait. Merci, Madame Ferme. Et moi, je voudrais quand même féliciter l'EFP, parce que l'EFP est quand même, je veux dire, on râle souvent en tant qu'entrepreneur du manque de compétences et souvent des acquis de base qui ne sont pas maîtrisés par les élèves, ce qui est le cas, les fractions, etc. En 7e année de maçonnerie, mais souvent, ce n'est pas maîtrisé. Eh bien, l'EFP est quand même un fournisseur de talent aujourd'hui. Et donc, je pense que vous êtes un soutien important pour les secteurs et je vous en félicite. Merci beaucoup. Alors, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Ben voilà, si vous avez vous aussi envie de visiter le BRIC, eh ben, il y a moyen.
Donc, il y a un formulaire qui est disponible sur le site de l'EFP. Vous pouvez également contacter l'EFP par mail ou par téléphone et également les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, ben voilà, un tout grand merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cet atelier vraiment très, très intéressant. Et alors, ce n'est pas fini, nous avons 3 autres ateliers qui nous suivent cet après-midi dès 13 heures. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Monsieur Rubens, un tout grand merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et un grand merci pour cette magnifique présentation et au plaisir de vous revoir. Avec plaisir, Madame Belfand. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.